Monsieur Simons, un homme d'affaires riche et influent, connu pour son intelligence vive et son sens aigu de la stratégie, se posait souvent des questions sur la loyauté et l'intégrité de sa famille. Malgré sa réussite financière et sa réputation enviable, des doutes subsistaient dans son esprit. Un soir, il est résolu de découvrir la vérité d'une manière non conventionnelle. Son plan était aussi audacieux que risqué, il prétendait être gravement malade et aveugle, espérant voir comment sa famille réagirait et comment elle gérerait ses affaires en son absence. Avant de mettre son plan à exécution, Monsieur Simons a demandé l'avis de 2 personnes de confiance. Il a fait appel à Monsieur Z, son fidèle avocat, et au Dr G, son ami et médecin de longue date. Tous 3 se sont réunis dans le bureau privé de Simons, une pièce remplie de décennies de réalisations qui semblaient peser lourdement sur ses épaules. Merci à vous 2 d'être venus dans un délai aussi court, commença Simons, sa voix ferme mais empreinte d'urgence. Bien sûr, Monsieur Simons, répondit Monsieur Z avec un air professionnel. Que pouvons-nous faire pour vous? J'ai réfléchi à quelque chose d'extraordinaire, a déclaré Simons, penché en avant sur sa chaise. J'ai l'intention de faire semblant d'être malade et aveugle pour observer comment ma famille gère la situation et mes affaires. J'ai besoin de savoir qui se soucie vraiment de moi et qui n'en veut qu'à ma richesse. Le docteur G fronça les sourcils, visiblement surpris. C'est extrême, Simons. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Simons hocha la tête, sa détermination inébranlable. Oui, je dois le faire. C'est le seul moyen de découvrir leurs véritables intentions et de m'assurer que la bonne personne prendra la relève de mon héritage. Monsieur Z, toujours pragmatique, intervint. C'est compris. Je vais créer un compte séparé et y transférer une partie importante de votre patrimoine. Cela garantira votre sécurité financière, quel que soit le résultat. Je préparerai les rapports médicaux nécessaires pour étayer votre état, a ajouté le docteur G. Nous devrons faire en sorte que cela paraisse authentique. Grâce à leurs efforts combinés, le plan élaboré a commencé à prendre forme. 3 semaines plus tard, Simons mit sa stratégie à exécution. Un soir maussade, il appela sa femme, la voix faible et tremblante. « Chérie, je me sens terriblement mal et je ne peux pas conduire jusqu'à chez moi. Peux-tu venir me chercher? Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Demanda Madame Simons, la voix pleine d'inquiétude. Je ne sais pas, répondit-il en feignant l'épuisement. Je me sens faible. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Madame Simons se précipita à son secours, le trouvant affalé sur le siège conducteur, pâle et désorienté. Elle le guida vers le siège passager et conduisit jusqu'à la maison, son inquiétude étant palpable. À leur arrivée, Simons déclara qu'il ne voyait plus et se sentait extrêmement faible. La nouvelle de sa maladie soudaine se répandit rapidement parmi ses enfants, Anta, le fils aîné à 35 ans, Jacques, le deuxième fils ambitieux à 30 ans, Anna, la troisième fille empathique à 27 ans, et la cadette insouciante à 23 ans. Le docteur G est arrivé peu après pour procéder à un examen approfondi. Quelques jours plus tard, il est revenu avec des résultats falsifiés mais convaincants. Monsieur Simons, il semble que vous souffriez d'une cirrhose hépatique avancée, d'une insuffisance rénale et d'un caillot sanguin dans le cerveau. Cela a entraîné un accident vasculaire cérébral et a causé des dommages importants à votre vue. Au début, la famille a réagi avec diligence et attention. Elle a veillé à ce que Simons ait accès aux meilleurs traitements médicaux, à une alimentation nutritive et à un environnement confortable. Cependant, au fil des semaines et des mois, leur dévouement a commencé à faiblir. La nouveauté de la prise en charge s'est estompée et le fardeau des soins à long terme est devenu évident. Peu à peu, ils ont transféré leurs responsabilités au personnel de la maison, se repliant sur leur propre vie et préoccupations. Madame Simons a rapidement convoqué une réunion de famille pour discuter de la situation. Étant donné l'état de santé de votre père, je vais prendre la direction de l'entreprise, a-t-elle annoncé. Anta m'assistera en tant que second. Malgré leur manque d'expérience, Madame Simons et Anta ont ignoré les conseils de cadres chevronnés, convaincus qu'ils pouvaient gérer l'entreprise de manière indépendante. Leur excès de confiance a conduit à de mauvaises décisions, plongeant l'entreprise dans l'instabilité financière. Madame Simons a détourné d'importantes sommes d'argent vers son église pour des dons extravagants, tandis qu'Anta a vidé les fonds de l'entreprise pour des voyages luxueux à l'étranger. Pendant ce temps, Jacques se concentrait sur l'obtention de sa part d'héritage, et se livrait à un style de vie extravagant, inconscient des défis croissants de la famille. Au milieu du chaos grandissant, Anna est profondément troublée. Un soir, elle s'adresse à sa mère,
frustrée, « Maman, ce n'est pas bien. Papa mérite mieux. Il souffre et nous ne faisons rien pour l'aider. Nous devons l'envoyer à l'étranger pour qu'il reçoive un traitement approprié. » Madame Simons a rejeté sa demande d'un revers de main. « Anna, les médecins ont dit que son état était terminal. Dépenser plus d'argent pour le traitement serait inutile. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes. « Comment peux-tu dire ça? C'est notre père. Il mérite les meilleurs soins que nous puissions lui prodiguer, quoi qu'il arrive. » À leur insu, Simon s'était allongé dans son lit, les yeux clos mais les oreilles parfaitement à l'écoute de la conversation. Malgré la douleur d'entendre le mépris de sa femme, il sentit une lueur d'espoir dans la détermination inébranlable d'Anna. Alors que la dynamique familiale se détériorait, Simon s'observait en silence, prenant note de ceux qui se souciaient vraiment de lui et de ceux qui étaient consumés par leurs propres intérêts. Son test révélait bien plus que ce qu'il avait anticipé, préparant le terrain pour la révélation ultime qui allait tout changer. La direction autoritaire de Madame Simons et Danta a créé une atmosphère étouffante au sein de l'entreprise. Les employés travaillaient dans la peur et étaient souvent sévèrement réprimandés pour des erreurs mineures. Ceux qui osaient exprimer leurs inquiétudes ou contester leur autorité étaient rapidement licenciés. Cet environnement toxique a poussé de nombreux travailleurs expérimentés à démissionner, laissant derrière une main-d'œuvre mal préparée à gérer les exigences de l'entreprise. En 8 mois, l'entreprise autrefois florissante était au bord de l'effondrement. Les tensions ont atteint leur paroxysme lors d'une réunion de famille convoquée pour discuter de la situation désastreuse de l'entreprise. La frustration et les accusations ont envahi la pièce comme une tempête qui se prépare en silence. « Il faut agir vite pour sauver l'entreprise », déclara Madame Simons d'une voix aigre. « Je suggère que nous vendions l'une de nos maisons familiales pour réunir les fonds nécessaires. » Jacques, furieux, répliqua, « Absolument pas. Ce désordre est de ta faute et de celle d'Anta. Vous avez tous les deux mal géré la situation, et maintenant vous pensez que vendre notre maison va régler le problème. » La dispute a rapidement dégénéré. Jacques, qui bouillonnait de colère depuis des mois, a fini par éclater. « Vous avez tout gâché. Vous avez traité le personnel comme s'il s'agissait de personnes jetables et vous avez conduit l'entreprise à la faillite. » Anta se porta à sa défense. « Comment oses-tu nous parler comme ça? Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Le meilleur? En gaspillant de l'argent dans des luxes et des dons à l'église tout en ignorant les bons conseils? Tu as détruit l'héritage de père, cria Jacques. La pièce explosa dans le chaos alors que les paroles des frères se transformaient en coups physiques, leurs cris résonnant sur les murs. Témoin de la bagarre, Anna ne put plus contenir son angoisse. Arrêtez, tous les deux. Arrêtez, hurla-t-elle, sa voix coupant la cacophonie. Est-ce ce que nous sommes devenus? Nous nous battons pour ce que Père a construit tout en ignorant sa santé et l'unité qu'il a toujours valorisée. Le silence s'installa, pesant et étouffant. Ces paroles firent mouche, forçant la famille à affronter la réalité de ses actes. Pourtant, sous la surface, les fractures dans leur relation se creusèrent. La cadette, ne s'intéressait pas aux affaires familiales, préférant consacrer son argent à son style de vie extravagant avec son petit ami. Jacques, qui se concentrait uniquement sur l'obtention de son héritage, se distancia des problèmes de l'entreprise, attisant encore davantage les tensions. Dans une tentative désespérée de stabiliser l'entreprise, Madame Simons vendit l'une des maisons familiales. La moitié des bénéfices fut reversée à l'entreprise, tandis que l'autre moitié fut conservée comme filet de sécurité personnelle. La vente, au lieu de panser les blessures, les déchira encore plus. Jacques, se sentant trahi par sa décision unilatérale, explosa de colère. « Comment as-tu pu vendre la maison sans nous en parler? Ce n'est pas seulement ta décision, a-t-il hurlé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour l'entreprise et cette famille, a répondu Madame Simons, inflexible. Tu détruis cette famille avec tes choix égoïstes, rétorqua Jacques. La dispute dégénéra en une nouvelle dispute qui menaça de déborder à nouveau. Anna, le cœur brisé par ces disputes incessantes, intervint avec désespoir. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas ce que nous nous faisons à nous-mêmes? Père a besoin que nous soyons solidaires, pas que nous nous déchirions les uns les autres comme ça. Plus tard dans la soirée, Anna s'assit au chevet de son père. Elle lui tenait doucement la main fragile, sa voix tremblante. « Papa, je ne sais pas si tu m'entends, mais nous avons besoin de toi. Ils détruisent tout ce que tu as construit. Ton héritage, ta famille, tout s'écroule. S'il te plaît, reviens vers nous.
Nous avons besoin de toi pour remettre les choses en ordre. Des larmes coulaient sur ses joues, son cœur se serrant sous le poids de leur monde en ruine. Pendant ce temps, Madame Simons rentrait chez elle après une longue journée, et fut accueillie par une odeur désagréable. Pensant qu'il s'agissait d'un oubli mineur, elle vérifia la salle de bain, mais tout était en ordre. En suivant l'odeur, elle réalisa qu'elle provenait de la chambre de Monsieur Simons. En entrant, elle découvrit qu'il s'était sali. Sa frustration déborda. « Si tu ne peux ni parler ni entendre, ne peux-tu pas au moins demander de l'aide ?» « C'est révoltant », s'exclama-t-elle. Ces paroles résonnèrent avec une froideur définitive lorsqu'elle appela le personnel de la maison pour le nettoyer, leur ordonnant de lui mettre des couches. Seul dans sa chambre, Monsieur Simons ressentait tout le poids de la négligence de sa famille. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'il pensait, après tout ce que je leur ai donné, est-ce ainsi qu'ils me traitent maintenant? Je leur ai donné mon amour, mon temps, ma richesse, et pourtant, me voilà, oublié. La nouvelle de la détérioration de l'état de santé de Monsieur Simons parvint jusqu'à sa famille au village. Alarmés et désireux d'aider, ils entreprirent le long voyage jusqu'à Accra. Cependant, à leur arrivée, ils furent accueillis avec un accueil glacial par Madame Simons. « Que faites-vous tous ici ?» demanda-t-elle d'un ton glacial. « Nous avons entendu parler de Monsieur Simons et sommes venus lui apporter notre soutien, a répondu l'oncle Owen, la voix pleine d'inquiétude. « Tu n'es pas le bienvenu ici. Retourne au village. Nous n'avons pas besoin de ton aide, lui dit-elle. » Abasourdie et le cœur brisé, la famille élargie n'a eu d'autre choix que de rentrer. En s'éloignant, ils se sont promis de trouver un autre moyen d'aider l'homme qui avait été autrefois leur pilier. Plus tard dans la soirée, Anna rentra du travail et son intuition l'avertit immédiatement du comportement inhabituellement sévère de sa mère. Quelque chose n'allait pas. « Maman, que s'est-il passé aujourd'hui ? Tu as l'air bouleversée, demanda Anna d'une voix calme et pénétrante. Madame Simons jeta un regard sévère à sa fille, les mots coupés. La famille de ton père est arrivée sans prévenir, pensant qu'il pouvait simplement entrer ici et prendre le relais. Je les ai renvoyés au village. L'expression d'Anna se durcit d'incrédulité. Quoi? Ils ont fait tout ce chemin pour le voir. Comment as-tu pu les repousser comme ça? Nous n'avons pas besoin de leur intervention, répondit froidement sa mère, d'un ton ferme. Nous nous en sortons très bien sans eux. Les paroles méprisantes frappèrent profondément Anna. Troublée par les actions de sa mère, elle se retira dans la chambre de son père. Assise à côté de lui, elle murmura doucement, comme si ces mots à eux seuls pouvaient combler le gouffre émotionnel qui se creusait dans leur famille. « Papa, ta famille du village est venue te voir aujourd'hui, dit-elle doucement. Mais maman les a repoussés. Ils voulaient te soutenir, ils ont fait tout ce chemin. » Anna s'arrêta, attendant la moindre réponse. Mais son père resta silencieux, son corps ne réagissant plus, son état se détériorait au point de le rendre presque isolé. Son cœur se brisa tandis que des larmes lui montaient aux yeux. « Papa, j'aimerais que tu m'entendes, supplia-t-elle, la voix tremblante. Nous avons besoin que tu ailles mieux. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. » Ces paroles restèrent dans la pièce, seule la présence de son père les rencontra. Déterminée à ne pas laisser son père sombrer dans l'abandon, Anna résolut de faire tout ce qu'elle pouvait pour le protéger, même si ses efforts semblaient insurmontables. Pendant ce temps, Madame Simons avait pris le contrôle de toutes les décisions concernant son mari, excluant ainsi le reste de la famille. Au cours d'une de ses réunions régulières avec son groupe de femmes, elle a parlé ouvertement de la tension qu'elle prétendait endurer. Depuis que Simons est tombé malade, je n'ai plus eu d'intimité avec lui, a-t-elle avoué, la voix teintée de frustration. Cela fait si longtemps que je ne me suis pas senti proche de quelqu'un. Abena, l'une de ses amies les plus franches, lui a donné un conseil spontané mais choquant. Tu dois prendre soin de toi, ma chère. Il y a plein de jeunes hommes pleins d'énergie qui peuvent répondre à tes besoins. Tu mérites un peu de bonheur dans ta vie, lui a-t-elle dit sans détour. Au début, Madame Simons rejeta l'idée, mais 3 jours plus tard, Abena lui présenta Quintine, un homme charmant et jeune, doté d'une présence magnétique. Hésitante mais intriguée, Madame Simons se sentit rapidement attirée par l'énergie insouciante de Quintine. Ce qui avait commencé comme une rencontre innocente se transforma bientôt en une liaison clandestine. Alors que Madame Simons passait de plus en plus de temps avec Quintine, ses absences de la maison devenaient de plus en plus fréquentes, laissant ses responsabilités négligées. Anna, observatrice et de plus en plus alarmée,
ne pouvait ignorer la détérioration de l'état de santé de son père. Un soir, elle confronta sa mère. « Maman, où étais-tu ? L'état de santé de papa ne fait qu'empirer, et il a plus que jamais besoin de nous, » a demandé Anna, manifestement frustrée. Madame Simons soupira, sa patience s'amenuisant. « Je fais tout ce que je peux, Anna. Tu n'as aucune idée de la pression que je subis. » La voix d'Anna s'éleva. « Pression ou pas, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Il a besoin de notre amour et de notre attention, pas d'excuses. » Cet échange houleux a laissé Anna encore plus isolée. Par la suite, elle a réalisé que son père avait besoin de plus que ses efforts solitaires. La famille devait se rassembler, mais le fossé qui les séparait semblait insurmontable. Déterminée à ne pas abandonner, Anna a appelé ses frères et sœurs. Elle leur a exposé la situation désastreuse, d'une voix pleine d'urgence. « Nous devons soutenir papa », a-t-elle imploré. « Il est dans un état terrible. Il a besoin de nous plus que jamais. » La réponse d'Anta fut dédaigneuse. « Il est vieux, Anna. Nous ne pouvons pas perdre notre temps à nous inquiéter de ça. Nous devons penser à notre avenir. » Jacques intervint, d'un ton tout aussi froid. « Je suis d'accord avec Anta. Nous en avons fait assez. Il est temps de nous concentrer sur nous-mêmes. » Lay, toujours aussi indifférent, ajouta « Je suis avec eux. Nous devons donner la priorité à nos propres vies. » Le cœur d'Anna se serra. Leur indifférence lui semblait une trahison. De retour à la maison, elle découvrit un nouveau coup porté à sa résolution déjà fragile. Sa mère avait invité Quintine à vivre dans la maison, le présentant comme son nouveau chauffeur. « Tout le monde, voici Quintine », annonça Madame Simons d'un ton décontracté. « Il va m'aider en tant que chauffeur, car je ne me sens pas assez bien pour me débrouiller toute seule. » Les réactions des frères et sœurs furent mitigées. Si certains acceptèrent l'explication sans poser de questions, Anna, elle, se mit en colère. « Maman, c'est complètement faux, » dit-elle fermement. « Nous n'avons pas besoin de chauffeur. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous concentrer sur papa. » Malgré ses protestations, Quintine s'installa chez elle, déstabilisant encore davantage un foyer déjà fracturé. Nuit après nuit, Madame Simons quittait discrètement sa chambre pour rendre visite à Quintine, poursuivant leur liaison sous le même toit où son mari était confiné dans son lit. Anna, impuissante, se débattait avec le poids de la désintégration de sa famille. Son père, l'homme qui avait été autrefois le pilier de leur vie, n'était désormais plus qu'un témoin silencieux de la trahison et de la négligence dont il était victime. Pendant tout ce temps, Anna s'était juré de rester son avocate, même si elle se trouvait seule. Malgré les tentatives précédentes pour redresser l'entreprise, Madame Simons et Anta ont encore une fois mal géré les finances, plongeant l'entreprise dans une nouvelle crise. Dans leur désespoir, ils ont proposé une mesure drastique, vendre 2 voitures familiales et une autre maison pour injecter des fonds dans l'entreprise en difficulté. La tension était palpable lorsque la famille s'est réunie pour une réunion d'urgence. « Nous devons vendre 2 voitures et une maison pour remettre l'entreprise sur les rails », a commencé Anta, d'un ton inflexible. Jacques, visiblement frustré, rétorqua « C'est ridicule. Nous continuons à vendre ce que nous avons pour réparer vos erreurs. À ce rythme-là, il ne nous restera plus rien. » Je suis d'accord avec Jacques, ajouta Lay, d'un ton sec mais résigné. Nous devons trouver une autre solution. Cela ne peut pas continuer. Anna, calme mais résolue, intervint, au lieu de vendre davantage de propriétés, nous devrions nous concentrer sur une gestion plus efficace de l'entreprise. De plus en plus agité, Jacques fit une suggestion audacieuse et controversée. Pourquoi ne pas diviser les biens de père maintenant? Si nous ne le faisons pas, il ne restera plus rien à diviser plus tard. Madame Simons a répondu sèchement, la voix empreinte d'indignation. Ce n'est pas une option. Votre père est toujours en vie et nous ne pouvons pas partager ses biens tant qu'il est ici. Alors il faut qu'on découvre s'il y a un testament, répliqua Jacques. Peut-être que papa a pris des dispositions dont nous ne sommes pas au courant. Déterminée à résoudre le problème, la famille a convoqué son avocat, Maître Z, pour faire la lumière sur la situation. À son arrivée, ces éclaircissements ont laissé la salle lourde de déception. Tant que M. Simons est en vie, ses propriétés ne peuvent être divisées sans son consentement explicite, a expliqué M. Z. Anna hésita avant de demander, mais, y a-t-il un testament? A-t-il fait des projets pour nous? M. Z secoua la tête solennellement. Malheureusement, non. M. Simons avait l'intention de rédiger un testament,
mais sa maladie l'a frappé avant qu'il puisse prendre des dispositions formelles. L'absence d'orientation claire a accru l'anxiété de la famille. Sans plan viable, l'avenir de l'entreprise semblait de plus en plus incertain. Déterminée à éviter de nouvelles pertes, Anna a de nouveau pris la parole. Nous devons repenser notre approche. Vendre davantage d'actifs n'est pas viable, a-t-elle déclaré avec fermeté. Nous devrions faire appel à des conseillers financiers externes pour nous aider à restructurer l'entreprise. Au début, la suggestion d'Anna de faire appel à des conseillers financiers professionnels a rencontré une certaine résistance, mais la gravité de la situation a fini par convaincre la famille. Une fois à bord, les conseillers ont procédé à un audit complet des finances de l'entreprise. Leurs conclusions ont révélé des inefficacités flagrantes et une mauvaise gestion chronique. Nous devons mettre en place des contrôles financiers stricts et éliminer les dépenses inutiles, a expliqué un conseiller. De plus, nous devrions explorer de nouvelles sources de revenus et envisager de former des partenariats stratégiques. Anna a pris les choses en main et a rallié sa famille à l'idée de se lancer dans les changements proposés. Nous avons engagé ces experts pour une bonne raison, a-t-elle déclaré avec conviction. Si nous suivons leurs conseils et travaillons ensemble, nous pouvons sauver l'entreprise et assurer notre avenir. Sous la direction des conseillers, l'entreprise a commencé à se stabiliser. Leurs stratégies de contrôle financier et d'efficacité opérationnelle ont donné des résultats prometteurs. Dans le même temps, la famille, accablée par un sentiment de culpabilité et d'espoir partagé, a commencé à réparer lentement ses relations brisées. Mais au moment où l'entreprise commençait à se redresser, la cupidité a fait son apparition. Madame Simons et Anta, incapables de réfréner leur désir insatiable de richesse, décidèrent de retirer une somme importante des fonds de l'entreprise pour leurs projets personnels. Leur décision, prise au mépris flagrant de la fragile reprise de l'entreprise, alarma leur conseiller financier, M. Noah. Si vous retirez cet argent maintenant, cela va dévaster l'entreprise, a prévenu M. Noah, d'un ton grave. Tout ce que nous avons travaillé si dur pour reconstruire sera réduit à néant. Anta a balayé l'avertissement d'un revers de la main. Nous comprenons les risques, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Nous nous en sortirons très bien, a ajouté Madame Simons avec assurance. L'entreprise survivra. Leur défiance a laissé M. Noah désillusionné. Incapable de soutenir des décisions dont il savait qu'elles seraient catastrophiques, il a présenté sa démission le lendemain. Je regrette de vous informer que je dois démissionner, a-t-il écrit. Mes conseils ont été systématiquement ignorés et je ne peux pas participer à des actions qui pourraient nuire à l'entreprise. Anna fut bouleversée par la nouvelle. Elle pleura amèrement, consciente que le départ de M. Noah signifiait l'effondrement probable de l'entreprise. Pourtant, malgré son angoisse, elle ne parvint pas à trouver le moyen de détourner sa mère et son frère de leur voie destructrice. La nouvelle de la démission de M. Noah et du retrait imminent des fonds s'est rapidement répandue dans la famille, déclenchant une vague d'indignation. Une nouvelle réunion d'urgence a été convoquée, mais l'atmosphère n'en était pas moins conflictuelle. « C'est de la folie », s'exclama Jacques. « Nous avions enfin la situation sous contrôle, et maintenant tu vas tout détruire pour ton propre bénéfice ?» Léa intervint d'une voix ferme mais critique. « Ce n'est pas juste. L'entreprise et l'héritage de mon père devraient passer en premier. » Anna, bien que le cœur brisé, est restée ferme. « Nous commettons une erreur catastrophique », a-t-elle déclaré, la voix chargée d'urgence. Cela doit cesser. Malgré leurs protestations passionnées, Madame Simons et Anta refusèrent de céder. Anna, se sentant de plus en plus impuissante, ne put que regarder leur choix mettre en péril non seulement l'entreprise, mais aussi l'unité même de leur famille. Un après-midi, Madame Simons rentra chez elle et sentit une odeur désagréable flotter dans la maison. En enquêtant sur la source, elle découvrit que son mari, Monsieur Simons, s'était à nouveau sali. La frustration l'envahit et elle décida qu'elle ne pouvait plus supporter la situation. Appelant une domestique, elle donna un ordre glacial. « Emmenez-le dans la chambre des garçons », ordonna-t-elle. « Ce sera sa nouvelle maison. Je ne peux plus tolérer ces bêtises. » La servante, visiblement mal à l'aise mais peu disposée à protester, suivit ses instructions et emmena M. Simons dans la petite pièce isolée à l'arrière de la propriété. Plus tard dans la journée, Anna rentra chez elle et découvrit ce que sa mère avait fait. Horrifiée, elle lui fit immédiatement face. « Maman, comment as-tu pu ? Papa n'a rien à faire dans la chambre des garçons. Il est malade et a besoin de nos soins, » s'exclama Anna, la voix tremblante de colère. Madame Simons,
imperturbable, rétorqua sèchement, je ne peux pas le laisser mettre le salon en désordre comme ça. C'est dégoûtant et intolérable. Les larmes coulaient sur le visage d'Anna alors qu'elle courait vers les quartiers du garçon. Là, elle trouva son père allongé sur un petit lit négligé, l'air frêle et complètement vaincu. Elle s'agenouilla à ses côtés et lui prit doucement la main. « Papa, je suis vraiment désolée, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Je suis là pour toi. Je ne te laisserai pas te faire traiter comme ça. » À partir de ce moment, Anna s'est consacrée à prendre soin de son père. Elle a veillé à ce qu'il soit nourri, propre et aussi à ce qu'il soit aussi à l'aise que possible. Pourtant, malgré ses efforts, elle pouvait voir les conséquences de la négligence et de l'isolement sur son esprit. Il semblait n'être plus que l'ombre de l'homme fort qu'elle avait connu autrefois. Pendant ce temps, Madame Simons profitait pleinement de sa nouvelle liberté et de sa relation secrète avec Quintine. Les dépenses somptueuses devinrent la norme, l'argent étant consacré au plaisir de Quintine, à ses sorties extravagantes et à ses dons substantiels pour ses projets d'église. Les nuits loin de la maison devinrent fréquentes, laissant Anna assumer à la fois les responsabilités du ménage et celles de son père. Le désespoir poussa Anna à supplier une fois de plus ses frères et sœurs. Elle espérait qu'ils reconnaîtraient enfin la gravité de l'état de leur père et viendraient à son secours. « S'il vous plaît » a-t-elle supplié lors d'une conversation familiale tendue. « Nous devons faire quelque chose pour papa. Il ne peut pas rester dans la chambre des garçons. Il mérite des soins et une attention appropriée. » Anta rejeta sa requête d'un ton froid. « Anna, nous en avons parlé. Nous avons nos propres vies à vivre. » Jacques ajouta avec indifférence, « Je te l'ai déjà dit. Notre avenir compte aussi. Nous ne pouvons pas continuer à tout sacrifier. » Lay, toujours aussi apathique, intervint, « Ce n'est pas juste, mais nous ne pouvons pas faire changer d'avis maman. » Anna fut profondément frustrée et le cœur brisé par ses réponses. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle décida d'aller voir son père. Alors qu'elle se déplaçait dans la maison silencieuse, de faibles bruits provenant de la chambre de sa mère attirèrent son attention. La curiosité et l'inquiétude la poussèrent à se rapprocher, mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle découvrit. À travers la fente de la porte, elle comprit que les bruits provenaient de Madame Simons et de Quintine, la supposée conductrice, engagée dans une liaison. Choquée et bouillonnante de colère, Anna fit irruption dans la pièce. « Maman! Que se passe-t-il ici? Comment as-tu pu faire ça ?» cria-t-elle, la voix tremblante d'indignation. Madame Simons et Quintine se précipitèrent pour se couvrir, leur honte étant palpable. La pièce tomba dans un silence inconfortable tandis que Madame Simons s'efforçait de trouver les mots pour se défendre. « Anna, ce n'est pas ce que tu penses, » balbutia Madame Simons. « Tu ne comprends pas. J'ai des besoins, et Quintine a toujours été là pour moi quand personne d'autre ne l'a fait. » La fureur d'Anna s'intensifia. « Comment oses-tu dire ça? Père est malade et couché dans la pièce à côté, et tu es là avec lui? C'est une trahison de la pire espèce. » Quintine, désespérée de désamorcer la situation, supplia, « Anna, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Anna l'interrompit d'une voix plus forte, « Il n'y a rien à expliquer. Sors de cette maison tout de suite. » Sans hésiter, Quintine saisit ses vêtements et s'enfuit. Madame Simons, cependant, resta provocatrice, tentant de justifier ses actes. « Anna, tu ne comprends pas, » dit-elle d'une voix brisée. « Je me suis sentie seule et stressée. J'avais besoin de quelqu'un vers qui me tourner. » Les yeux d'Anna, emplis de larmes de colère, se posèrent sur sa mère. « Seule? Stressée? Et papa? C'est lui qui souffre. Tu l'as abandonné, tu as gaspillé de l'argent et tu as ignoré tes responsabilités. Et maintenant, ça? Comment peux-tu même commencer à justifier ça? » Madame Simons s'est défendue. « J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Vous pensez que gérer cette famille et cette entreprise est facile? » Le ton d'Anna s'adoucit, mais sa déception était évidente. « Non, mais ce n'est pas comme ça. Tu nous as tous laissés tomber, surtout papa. » Avant qu'Anna ne puisse sortir en trombe, Madame Simons lui lança un ultimatum terrifiant. « Si tu en parles à qui que ce soit, tu ne seras plus ma fille. Tu comprends? » Anna se figea, stupéfaite par la gravité de la menace de sa mère. « Tu n'es pas sérieuse. Tu t'attends à ce que je garde ce secret? Tu as trahi notre famille et notre père. » Madame Simons, le visage dur et résolu, répondit, « Je suis sérieuse. Si cela se sait,
cela ruinera tout, la famille, l'entreprise, notre réputation. Si cela vous tient à cœur, vous resterez silencieux. La voix d'Anna tremblait de douleur et d'incrédulité. Et papa? Et sa dignité? Cela ne t'importe pas? Madame Simons hésita avant de répondre sèchement, bien sûr que oui, mais nous devons gérer cela discrètement. Un scandale nous détruirait tous. Dépassée par les événements, Anna quitta la pièce, l'esprit pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Déchirée entre la protection de son père et le maintien de la réputation de sa famille, elle décida d'agir. Les actions de sa mère étaient indéfendables, mais Anna savait que la dignité et l'héritage de son père devaient être préservés, quel qu'en soit le prix. Consciente de l'urgence de la situation de son père, Anna a choisi un jour où la maison était calme et vide. Avec l'aide de quelques garçons du quartier, elle a soigneusement installé son père dans un véhicule, sa détermination inébranlable. Elle s'est rendue directement à la maison ancestrale de sa famille dans le village, déterminée à obtenir les soins qu'il méritait et qu'il ne pouvait plus trouver en ville. À leur arrivée, la vue de Monsieur Simons, frêle et diminué, a choqué et inquiété les proches d'Anna. Retenant ses larmes, Anna s'est adressée à eux, la voix chargée d'émotion. « Oncle Win, tante Jimmy, commença-t-elle, j'ai amené mon père ici parce que sa situation en ville est devenue insupportable. Les médicaments et les traitements ne l'aident plus. Je crois qu'avec votre aide, les remèdes et les soins traditionnels peuvent lui donner une chance. » La pièce s'assombrit tandis que ses paroles peignaient une image de négligence et de trahison. L'oncle Win hocha gravement la tête, son ton empli de conviction. « Anna, l'amener ici était la bonne décision, a-t-il déclaré avec fermeté. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider. Les remèdes traditionnels ont guéri de nombreuses personnes et nous veillerons à ce qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles. La famille se mit en action sans hésitation. Une chambre confortable fut préparée pour Monsieur Simons et des herbes connues pour leurs propriétés réparatrices furent rassemblées. Lucas, l'herboriste respecté du village, fut appelé pour superviser ses soins. Nous commencerons par un programme de détoxification pour nettoyer son corps des toxines, a expliqué Lucas, d'une voix ferme et rassurante. Ensuite, nous utiliserons des traitements spécifiques à base de plantes pour renforcer son foie et ses reins. Pour la première fois depuis des semaines, Anna ressentit un soulagement. Son père était enfin entouré de personnes qui se souciaient réellement de son bien-être. Alors que la famille se réunissait pour discuter de l'état de santé de Monsieur Simons, de nombreux proches ont exprimé leur volonté d'aider. Le souvenir de la façon dont il les avait soutenus dans des moments plus heureux a inspiré un sentiment de devoir et de gratitude. Monsieur Simons a fait beaucoup pour cette famille, a déclaré l'oncle Win. Il est temps de lui rendre sa gentillesse. Contribuons tous à ce qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. La plupart des participants ont acquiescé, exprimant leur soutien sans réserve. Cependant, quelques voix dissidentes, chargées d'amertume, ont brisé l'unité. La cousine Luna murmura à voix basse, il aurait pu faire plus quand il avait les ressources. Je ne vois pas pourquoi je devrais intervenir maintenant. Tante Mia soupira, découragée. C'est triste, mais nous ne pouvons pas forcer tout le monde à aider. Nous ferons de notre mieux avec ceux qui le souhaitent. Plus tard dans la soirée, alors que la maison était silencieuse, Monsieur Simons appela Lucas à son chevet. Sa voix, calme mais déterminée, portait une révélation inattendue. Lucas, commença-t-il, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. La vérité, c'est que je ne suis pas vraiment malade. Je suis en bonne santé. C'était ma façon de comprendre qui se soucie vraiment de moi. Lucas se figea, sa surprise évidente. Vous voulez dire que tout ceci était un test? Mais pourquoi, Monsieur Simons? Monsieur Simons hocha la tête solennellement. J'avais besoin de clarté, Lucas. Je devais voir qui me soutiendrait par amour et qui serait motivé uniquement par des motifs égoïstes. Ce que j'ai vu ici, la compassion et l'attention m'a rassuré. Lucas prit un moment pour réfléchir à tout cela et hocha la tête d'un air pensif. Je comprends, Monsieur Simons. Votre secret est en sécurité avec moi. Je vais continuer comme si rien n'avait changé. Vous aurez le temps nécessaire pour voir les choses clairement. Au cours des jours suivants, Monsieur Simons a observé en silence les actions de sa famille. Il a vu les efforts sincères de ceux qui se souciaient vraiment de lui, leur amour se manifestant dans chacun de leurs gestes. Il a également noté l'absence de ceux qui choisissaient de ne pas lui apporter leur soutien. Environ un mois plus tard, Anna était assise aux côtés de son père, le cœur lourd d'inquiétude. Soudain, elle remarqua un changement.
Monsieur Simons, qui semblait si fragile, commença à bouger. À sa grande surprise, il se redressa lentement, ses mouvements stables, sa présence revitalisée. « Père » s'exclama Anna, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu es réveillé. Tu es à nouveau fort. Je n'arrive pas à y croire. » Tendant la main vers elle, Monsieur Simons la tint doucement, son regard rempli d'un mélange de gratitude et de détermination. « Anna, ma chère, dit-il doucement, tu n'as plus à t'inquiéter. Je n'ai jamais été vraiment malade. J'ai fait semblant d'être malade pour voir comment ma famille et mes proches réagiraient en cas de besoin. » Anna se figea, l'incrédulité et le soulagement se mêlant dans son expression. Tandis qu'il commençait à lui expliquer, elle comprit la profondeur de la sagesse de son père et son engagement inébranlable à comprendre la vérité sur ceux qui l'entouraient. Anna fut stupéfaite par la révélation de son père, luttant pour assimiler le poids de ses paroles. « Tu as fait semblant ? » ?»« Mais pourquoi, père ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Monsieur Simons respira profondément, se réchauffant pour l'explication. « J'avais besoin de découvrir la vérité, » commença-t-il. « Je voulais voir qui parmi ma famille et mes amis se souciait vraiment de moi par amour et loyauté, et qui était motivé par la cupidité et l'intérêt personnel. Je ne pouvais pas laisser mon héritage et mon entreprise tomber entre de mauvaises mains après mon départ. » Sa voix s'alourdit de tristesse et de détermination tandis qu'il continuait. « Je sais exactement ce qui se passe dans la ville. Je suis au courant des conflits au sujet des propriétés et de la mauvaise gestion imprudente de l'entreprise par ta mère et tes frères et sœurs. Je suis également au courant de la trahison de ta mère. » Le cœur d'Anna se brisa tandis qu'elle écoutait, la douleur de son père palpable dans chaque mot. « Père, les regarder tout détruire a été insupportable, » avoua-t-elle, la voix lourde d'émotion. « J'ai essayé d'aider, mais ils ne m'ont pas écouté. » Monsieur Simons la regarda avec une profonde gratitude. « Anna, tu m'as montré à quoi ressemble le véritable dévouement et l'intégrité, » dit-il. « Tes sacrifices, ton attention inébranlable et ta force ont prouvé que tu es celle qui peut préserver mon héritage et diriger cette famille. » Il s'arrêta, son soupir lourd de réflexion. « Ta mère et tes frères et sœurs, bien qu'ils savaient où j'étais, ne sont jamais venus me voir. Ils étaient trop absorbés par leur cupidité et leurs disputes pour s'en soucier. Leurs actions en disent long. » En regardant Anna droit dans les yeux remplis de larmes, il déclara, « Anna, tu es l'héritière légitime de mon entreprise et de mes biens. Ta sagesse, ta compassion et ta loyauté font de toi la seule personne capable de faire avancer cette famille et de protéger ce que j'ai construit. » Les larmes coulaient sur le visage d'Anna tandis qu'elle absorbait ses paroles, accablée par le poids de la responsabilité mais profondément émue par sa confiance en elle. « Merci, père, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je promets d'honorer ta confiance en moi et de protéger l'héritage de notre famille. » La nouvelle de la guérison remarquable de Monsieur Simons se répandit rapidement dans le village, déclenchant une vague de visites de membres de la famille qui lui avaient jusque-là tourné le dos. Ils arrivèrent avec des sourires fins et des gestes creux, espérant regagner ses faveurs. Mais Monsieur Simons, désormais résolu, ne se laissa pas tromper par leur soudaine manifestation d'inquiétude. « Pourquoi faites-vous semblant de vous en soucier maintenant » leur a-t-il demandé sans détour. « Quand j'étais malade et vulnérable, vous m'avez insulté et vous êtes parti. Votre hypocrisie est honteuse. » Ces mots ont tranché l'air comme un couteau, laissant les proches réprimandés sans voix. Un par un, ils sont partis, honteux et silencieux. Profitant de ce moment pour s'adresser à la communauté dans son ensemble, Monsieur Simons a partagé un message sincère. « Le véritable amour et le soutien doivent être inébranlables », a-t-il exhorté. « Soyons toujours solidaires les uns des autres, pas seulement dans les moments de joie et de prospérité, mais surtout dans les moments difficiles. » Quelques jours plus tard, Monsieur Simons décide qu'il est temps de rentrer à Accra avec Anna. Ils arrivent tard dans la soirée, la maison plongée dans le silence tandis que les résidents dorment. Alors qu'Anna guide son père vers sa chambre, il tombe sur une scène choquante, Madame Simons, au lit avec Quintine, la soi-disant conductrice. Figé d'incrédulité, le père et la fille restèrent là, stupéfaits, dans un silence de mort. Madame Simons, réveillée en sursaut, hurla « Oh mon Dieu, est-ce un fantôme ?» La panique se répandit sur son visage lorsque son regard se posa sur Anna, et que la réalité de la présence de son mari s'imposa. Anna, d'une voix ferme, rompit le silence. « Maman, tout ce que tu as fait est enregistré. Ton infidélité, ta trahison, tout est filmé. » Madame Simons resta paralysée, le poids de ses actes s'écrasant sur elle.
Sans prononcer un mot, Monsieur Simons se retourna et sortit, sa dignité intacte, se retirant dans le quartier du garçon où il avait été exilé pendant sa fausse maladie. Bien que blessé par la trahison, il trouva du réconfort en sachant qui le soutenait vraiment. À l'aube, accablée de honte, Madame Simons avait emballé quelques affaires et quitté la maison en silence. L'atmosphère restait lourde de tension alors qu'Anta et Jacques se disputaient pour savoir qui était à blâmer. « Tout est de la faute de maman », s'exclama Anta, furieux. Ses mauvaises décisions et sa trahison ont tout gâché. « Ne lui reprochez pas tout », rétorqua Jacques. « C'est vous qui avez gaspillé les fonds de l'entreprise pour vos luxes. » Avant que la dispute ne dégénère davantage, Monsieur Simons est intervenu. Sa voix était calme mais autoritaire. « Ça suffit. Se blâmer les uns les autres ne résoudra rien. Nous devons nous concentrer sur la reconstruction et faire ce qui est juste. » 2 semaines plus tard, Madame Simons est revenue, accompagnée des anciens de l'église et de membres de la famille, dans l'espoir de réparer la fracture familiale. Mais M. Simons, préparé à l'événement, avait des preuves de son infidélité et des méfaits des enfants filmés par la vidéosurveillance. Avant d'aller plus loin, je veux que tout le monde voie la vérité, a-t-il déclaré en montrant les vidéos. La salle est tombée dans un silence gêné alors que les images révélaient l'étendue de leur trahison et de leur mauvaise conduite. Madame Simons, submergée par la honte, pouvait à peine soutenir le regard de qui que ce soit. Une fois la vidéo terminée, les anciens de l'église et les membres de la famille sont partis en silence, incapables de défendre ses actes. Se tournant vers son mari, Madame Simons a réussi à s'excuser d'une voix étranglée. « Je suis vraiment désolée. » Elle a tenté de prendre l'une des voitures de la famille, mais Monsieur Simons l'a fermement arrêtée. « Vous n'utiliserez pas mes voitures, a-t-il déclaré. Vous en avez déjà vendu suffisamment. Trouvez un autre moyen. » Sa résolution a marqué un tournant, ouvrant la voie à Anna pour qu'elle assume son rôle d'héritière légitime et de protectrice de l'héritage Simons. Quelques jours plus tard, Monsieur Simons a convoqué son avocat de confiance, Monsieur Z, pour finaliser les formalités légales de sa succession. Il a fait une déclaration ferme selon laquelle Anna, grâce à sa loyauté inébranlable et à son dévouement indéfectible, hériterait de l'entreprise et des biens familiaux. Sa décision reflétait la profonde confiance qu'il avait dans sa capacité à honorer et à perpétuer son héritage. « Anna, dit-il avec conviction, tu as démontré que tu es l'héritière légitime. Je te confie la poursuite de ce que j'ai construit, avec intégrité et amour. » Une fois les procédures judiciaires terminées, Anna a officiellement pris la direction de l'entreprise. Ses conseils ont insufflé une nouvelle vie à la famille et à l'entreprise. Ce qui était autrefois une entreprise en faillite a commencé son chemin vers la reprise sous sa direction réfléchie et déterminée. La transformation d'Anna, d'une fille dévouée à une dirigeante confiante et compétente, témoigne de la force durable de l'amour, de l'intégrité et de la résilience. Malgré les épreuves et les défis, la famille Simons s'est retrouvée plus unie que jamais. Les expériences qu'ils ont partagées et les leçons qu'ils ont apprises ont forgé des liens qui ne pouvaient pas être facilement brisés. Envisageant un avenir meilleur, ils ont perpétué l'héritage d'un homme qui, en mettant leur cœur à l'épreuve, avait découvert le seul véritable héritier parmi eux. L'histoire de Monsieur Simons fait écho à celle d'un homme prospère et influent du Ghana, plus précisément de Koforidua. Le parcours de cet homme, comme celui de Monsieur Simons, s'est terminé tragiquement, son héritage étant éclipsé par des conflits familiaux. Il est décédé pendant la pandémie de Covid-19 et, étonnamment, n'a pas encore été inhumé. Ce retard est dû aux conflits incessants entre ses enfants et sa famille élargie au sujet de sa succession. Ces luttes intestines ont non seulement terni son nom autrefois respecté, mais ont également commencé à démanteler son empire commercial florissant. Malgré ses réalisations et ses liens étroits avec des personnalités éminentes, notamment les présidents actuels et anciens du Ghana, qui ont assisté à sa célébration d'une semaine, son héritage est désormais en jeu, menacé par la cupidité et la division. Après avoir quitté le Ghana, je continue d'être informé des derniers développements sur cette tragédie non résolue. La cupidité qui alimente la discorde au sein de cette famille est un avertissement sévère. Ces histoires soulignent l'importance vitale de l'unité familiale et du respect de l'héritage laissé par ceux qui ont travaillé sans relâche pour la construire. La vie de Monsieur Simons et de l'homme riche de Koforidua nous rappelle l'importance d'une planification successorale minutieuse et de la promotion de l'unité au sein des familles. Protéger un héritage nécessite non seulement de solides stratégies juridiques, mais aussi d'inculquer à ses proches les valeurs de coopération, d'amour et de respect. Ces récits nous offrent une réflexion poignante sur la fragilité de ce que nous laissons derrière nous.
Il nous pousse à voir au-delà de la richesse matérielle, en soulignant le pouvoir durable de l'unité et l'importance de transmettre des valeurs qui inspireront les générations futures. Efforçons-nous de laisser un héritage défini non seulement par des richesses matérielles, mais aussi par l'amour, la connexion et le respect des valeurs qui peuvent renforcer et guider les générations suivantes. Dans cette histoire touchante, nous avons traversé les épreuves de Monsieur Simons, un homme qui a mis à l'épreuve la loyauté et l'amour de ses proches, pour finalement découvrir la véritable valeur de l'intégrité, de la résilience et du dévouement. Sa décision de feindre la maladie a révélé non seulement les fractures de sa famille, mais aussi le dévouement inébranlable de sa fille Anna, qui a été un symbole d'espoir au milieu de la trahison et de la cupidité. En fin de compte, son courage et sa sagesse ont prouvé qu'elle était l'héritière légitime de son héritage, nous enseignant à tous que l'amour et l'altruisme véritable triompheront toujours des désirs matériels. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit d'héritage, c'est un puissant rappel de l'importance de l'unité, du respect et des liens durables qui unissent la famille. Elle nous invite à réfléchir à ce que nous laissons derrière nous, non seulement en termes de richesse, mais aussi en termes de valeurs et de relations qui définissent notre vie. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et nous faire savoir que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui touchent le cœur et suscitent la réflexion. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient avoir besoin d'un doux rappel de la véritable essence de l'héritage et de l'amour. Nous aimerions également connaître votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées du parcours de Monsieur Simons? La loyauté indéfectible d'Anna vous a-t-elle inspiré? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue. Nous aimons connaître l'avis de nos téléspectateurs. En vous engageant à nos côtés, vous contribuez à faire vivre ces histoires, en diffusant leur sagesse et leur inspiration auprès d'un public plus large. Merci de faire partie de notre communauté. Ensemble, honorons ces récits et veillons à ce que leur héritage continue de grandir.